Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc bonjour et surtout bienvenue à l'Université Sorbonne Nouvelle. Bienvenue, ça veut dire à la fois félicitations de rejoindre notre université, de la rejoindre dans ce nouveau campus que vous allez étrenner. Félicitations et aussi merci d'avoir choisi l'Université Sorbonne Nouvelle pour votre licence en études cinématographiques et audiovisuelles. Alors évidemment, moi je vais vous dire que vous avez fait le bon choix et j'espère que ce sera confirmé, que vous serez satisfait à la fois de votre formation, mais aussi des conditions assez exceptionnelles qui vous seront offertes dans cette université, à la fois en termes d'offres culturelles, d'offres d'activités de vie étudiante, mais aussi pour être vous-même acteur de cette vie culturelle, artistique et de cette vie étudiante, avec de beaux équipements notamment qui seront à votre disposition. Alors, ce que je dois vous dire aussi au nom de toute l'équipe présidentielle que je représente aujourd'hui, c'est que nous avons bien conscience que cette première rentrée est compliquée. Elle est reportée de 2 semaines. Pour un certain nombre d'entre vous, ça se traduit par des ajustements dans votre vie personnelle qui ne sont pas faciles. Nous faisons le maximum pour faire en sorte que la rentrée se passe bien. Et en tout cas, vous, étudiants en licence de cinéma et audiovisuel, vous ferez bien votre rentrée le 3 octobre et vous la ferez dans ce beau campus Nation. À vous de le faire vivre. Et je donne donc la parole à... Je donne la parole à Laetitia Faudière. Merci. Merci. Abdoulaye Diallo, qui est votre vice-président étudiant, ne peut malheureusement pas être présent pour cette présentation. Vous retrouverez toutes les informations concernant ce qu'est le vice-président étudiant et l'intérêt que ça a pour notre université et pour vous dans le guide de l'étudiant que nous allons détailler tout à l'heure. Je passe tout de suite la parole à vos représentants syndicaux, tout d'abord l'UNEF, puis le collectif unitaire pour la justice sociale. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici d'abord dans notre université et surtout dans ce nouveau campus. Donc je me présente, je m'appelle Paul Malherbe, je suis l'actuel président de la section locale de l'UNEF à Paris 3. Je suis également élu en CFVU, dans l'UFR Arts et Médias et ainsi que dans le département cinéma, puisque je rentre en licence, je rentre en L3 cinéma cette année. Donc l'UNEF, qu'est-ce que c'est? L'UNEF, c'est le premier, le plus vieux syndicat étudiant qui existe. Il existe depuis 1907, quasiment 115 ans. Et on a un syndicat qui a 3 objectifs principaux dans l'université, notamment, c'est d'informer, de défendre et d'organiser la solidarité étudiante. Donc informer, ça passe à travers notamment notre présence dans les différentes commissions, dans les différentes commissions, et notamment le fait qu'on est élu et on est présent et on est là notamment pour vous représenter. Donc ce sont dans ces conseils-là que notamment se déroule et se décide l'ensemble des décisions qui sont prises dans cette université-là, que ce soit au niveau pédagogique, au niveau administratif, au niveau financier. Et c'est important du coup que vous soyez représentés, c'est important que vous preniez part à cette vie démocratique. Et tous les 2 ans, il y a des élections, ça sera cette année notamment. Et voilà, donc c'est important que vous preniez connaissance des différents syndicats qui sont présents dans cette université-là, que vous compreniez leur discours et que vous essayez de vous rapprocher, de comprendre comment ça fonctionne. Donc nous, à l'UNEF, du coup, on défend avant tout la démocratie dans nos universités, mais aussi évidemment vos droits. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps dans cette université-là. On a longtemps défendu et on continue à le faire, le droit aux le droit au rattrapage, c'est des droits qui sont souvent remis en question dans d'autres universités. On a aussi on s'est battu aussi pour la question de la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers, qui sont passés à 2 770 € et à 3 770 € pour les masters. Donc ça, c'est des batailles aussi qu'on mène au niveau national, puisque voilà, nous, notre force, c'est que, contrairement à la plupart des syndicats, c'est qu'on est national et on est le premier syndicat en France, donc on a un gros pouvoir au niveau national, ce qui nous permet de rentrer dans des débats et certains rapports de force avec la tutelle, avec le ministère de l'enseignement supérieur, ce qui nous a notamment permis, la crise du Covid, de obtenir le repas pour tous et toutes, mais également la gratuité des protections périodiques. Donc ça, c'est des combats qu'on va mener au niveau national, mais voilà, au niveau local, on a aussi mené certains combats, donc comme j'ai expliqué dans les instances, pour se battre pour vos droits, mais également organiser la solidarité étudiante à travers l'organisation et la collecte et la distribution de produits pour les étudiants qui étaient dans le besoin. Voilà, très récemment, je vais finir avec ça. Très récemment, ça a été l'année dernière où on a fait en sorte dans les différents conseils de faire en sorte que les étudiants qui composaient à distance, qui était le cas pour le second semestre pour une partie des étudiants, qu'ils aient le droit à 48 heures pour pouvoir.
et également que ça soit pas sur l'horaire de cours habituel, c'est-à-dire sur 2 heures. Donc voilà. Donc au-delà de ça, voilà, je tiens à préciser que je suis aussi donc élu dans le département cinéma et dans l'UFR Arts et Médias. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions, des problématiques, parce que nous on est là depuis longtemps dans cette université, on sait comment elle fonctionne, on connaît ses rouages et on peut vous apporter les solutions à vos questions. Donc n'hésitez pas. Si je dois vous donner un conseil plus en tant qu'étudiant de cette licence plutôt que syndicaliste, c'est notamment l'importance que vous avez à vous à vous saisir de tout ce que propose cette université-là. Il y a la FSDIE et la CEVEC, c'est des fonds qui peuvent être attribués à des projets dans cette université-là. Vous êtes en cinéma, il y en a peut-être beaucoup qui veulent faire de la réalisation. N'hésitez pas, vraiment, montez vos projets, entourez-vous de camarades, etc. Et vraiment, montez des projets, faites-les financer par l'université, parce qu'il y a largement de quoi faire financer plein de projets dans cette université-là. Donc vraiment, je vous encourage, perdez pas de temps, hein. Vous êtes en L1, mais ça va vite. Préparez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est pas comme les autres licences, hein. Voilà, je le précise, je suis une vie, hein. C'est pas comme les autres licences, mais ça me tient à cœur parce que c'est mon département. C'est pas comme les autres licences, c'est pas vous faites votre master, votre licence et après voilà, vous vous insérez dans le milieu professionnel. Non, on s'insère quasiment dans le milieu professionnel pour la plupart des métiers que vous voulez faire plus tard, directement en même temps que vos études. Donc voilà, il y a des associations étudiantes, il y a plein de choses sur Paris, il y a plein de enfin, vous avez de la chance, hein, d'être sur Paris et d'être dans cette licence-là. Mais voilà, faut pas perdre de temps, faut vraiment, c'est 18 heures de cours par semaine la licence, vous avez plein de choses à faire en dehors et perdez pas de temps. Voilà. Merci à vous. Merci. Je passe la parole au collectif unitaire pour la justice sociale. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Keno. Donc, je fais partie du collectif unitaire pour la justice sociale, qu'on abrège en CUPS. On est un syndicat étudiant et donc on est un cadre de discussion, d'organisation, d'action autour de revendications essentielles, à commencer par la défense de l'université publique, gratuite, ouverte à tous, populaire. Voilà, on est très attaché au fait que l'université reste un service public ouvert à tous et tous. Même si bien sûr, on sait que c'est remis en cause, notamment le fait que vous êtes passé par Parcoursup, c'est déjà une remise en cause, mais on est très attaché à ce principe et à le défendre. Voilà, on est aussi bien sûr lié au monde salarié dans le sens où on défend nos diplômes, puisqu'on est là dans cette université pour, sans compter ceux qui travaillent déjà, mais pour obtenir un vrai salaire, un vrai travail, un vrai diplôme. Donc ça, on ne le perd pas de vue. Et puis on rejette également toute forme de racisme et de fascisme. On a donc notre adresse mail qui s'affiche là. Je vous invite d'ores et déjà à présent, si vous avez des soucis de logement, de bourse, des soucis d'inscription, des soucis avec le Crous, et puis des cours, des soucis de cours, à nous les faire remonter, puisque voilà, nous on est une organisation représentative, on a des élus au conseil d'administration, étudiantes, des conseils de département et du FR. Pour ma part, je suis aussi suppléant. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Je suis aussi élu suppléant au Crous de Paris. Et donc voilà, si vous avez des problèmes à faire remonter, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème individuel dans le sens où les problèmes qui vous touchent, ils touchent aussi vos camarades. Et voilà, et c'est très compliqué souvent de se retrouver seul face à ces soucis. On ne sait pas trop comment faire. Donc voilà, n'hésitez pas, ne soyez pas timide là-dessus. Si vous avez un souci, vous pouvez nous les faire remonter, donc soit à cette adresse mail. Sinon, on a aussi une salle au bâtiment D, donc c'est le bâtiment qui est juste à côté du restaurant universitaire, en salle D108, c'est au premier étage. On a des permanences syndicales, donc voilà, vous pouvez venir nous voir. Et puis voilà, pour terminer la présentation, qui est une de nos élus qui anime le comité de l'université. Donc, si vous voulez voilà, agir là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, ça vous retrouvez, vous sont sur les flyers que vous avez eu. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, vous pourrez nous voir sur le stand qui est à l'entrée à l'accueil. On pourra
je disais, en salle D108. Et voilà, vous avez notre mail. Et puis, je termine en souhaitant une bonne rentrée. Merci beaucoup. Donc, avant d'expliciter un petit peu la slide qui est devant vous, nous allons prendre le kit d'accueil qui vous a été remis à l'entrée de cet amphithéâtre, de manière à pouvoir détailler avec vous les informations que contiennent les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, vous avez, dans un premier temps, un guide de la rentrée orange. Ce guide de la rentrée reprend toutes les informations dont vous avez besoin entre aujourd'hui et votre rentrée effective. Pour les étudiants qui nous regardent à distance, ce guide de la rentrée ainsi que le guide de l'étudiant que nous allons détailler se trouve sur la page Votre rentrée 2022. Alors, dans ce guide de la pré-rentrée, je vous invite notamment à bien regarder la page 4, qui est la page dans laquelle vous sont expliquées les modalités de mise en œuvre, d'activation plutôt, de votre ENT, votre environnement numérique de travail, c'est-à-dire e-Sorbonne. Donc n'hésitez pas à bien regarder cet élément et à mettre en œuvre rapidement cette mise à jour de votre e-Sorbonne. Vous avez également un guide de l'étudiant. Donc ce guide de l'étudiant reprend à la fois les informations un petit peu institutionnelles qui vous ont été données. On a parlé de syndicats étudiants, on a parlé d'engagement, on a parlé de conseils, etc. N'hésitez pas à regarder cette partie du guide de l'étudiant qui explique le fonctionnement d'une université, mais surtout, ce guide regroupe l'ensemble des services qui vous sont proposés et qui sont à votre disposition, donc tels que le service des sports, mais aussi la direction des affaires internationales, le service d'action culturelle, le service d'information, d'orientation et de carrière, qui notamment vous accompagne sur les recherches de stages, etc., et d'orientation pour vos masters. Le bureau de la vie étudiante, tous ces services sont présents dans ce guide. Je vous invite évidemment à bien regarder ce guide pour pouvoir exploiter au mieux toutes les ressources qui sont mises à votre disposition par votre université. Vous avez également à la fin de ce guide un annuaire des composantes où vous allez trouver à la fois les informations relatives à votre secrétariat pédagogique mais qui vous seront bien plus explicitées par la suite, mais également... Voilà, merci. Carrément. Hop là, voilà. Donc, et du coup, effectivement, vous avez aussi l'annuaire et le secrétariat des mineurs. Donc, vous avez donc toutes ces informations dans le guide de l'étudiant. Alors, je reviens juste sur cette slide. Vous avez en parallèle mis à votre disposition la suite Google, donc une adresse mail, un agenda, un espace de stockage et un traitement de texte. Ces éléments vous sont accessibles dans votre environnement numérique de travail, votre ENT qui s'appelle e-Sorbonne. Donc, comme je vous l'ai indiqué, vous avez les modalités d'activation à la fois dans le guide de la rentrée, vous les avez également sur la page Votre rentrée 2022. e-Sorbonne, c'est l'endroit où vous allez trouver votre futur emploi du temps une fois que vous aurez fait vos inscriptions pédagogiques. C'est là que vous allez avoir votre certificat de scolarité si vous avez besoin de l'éditer une nouvelle fois, vos notes et toute autre information importante pour votre scolarité. Vous avez également eCampus, qui est une plateforme d'enseignement à distance. Et cette plateforme d'enseignement à distance, vos enseignants vont vous expliciter plus longuement à la suite de cette courte présentation les modalités d'accès, mais également les contenus. Vous avez enfin un petit rappel sur un identifiant unique pour vous connecter. À partir de ce jour, vous allez maintenant uniquement interagir avec l'université à travers votre adresse institutionnelle, donc prénom.nom@sorbonne-nouvelle.fr. Donc cela veut dire qu'à partir de maintenant, lorsque vous contactez votre secrétariat pédagogique ou vos enseignants, vous allez en tout cas faire en sorte de toujours indiquer votre nom, votre prénom, mais également votre numéro étudiant et votre combinaison éventuellement majeur-mineur, de manière à ce que vos enseignants, mais également votre secrétariat pédagogique, puissent à la fois vous identifier rapidement et vous répondre le plus précisément possible. Petit rappel également, vos enseignants sont des enseignants chercheurs. Ils ont donc une grande partie de leur activité qui est liée à la recherche. Ils ne sont donc pas forcément présents tous les jours dans les couloirs de l'université. Donc si vous les contactez par mail, évidemment, faites en sorte d'être le plus précis possible. Alors, les prochaines étapes dans votre inscription. Donc actuellement, vous êtes en train de finaliser ou vous avez finalisé votre inscription administrative.
Cette finalisation est obligatoire pour pouvoir passer à l'étape 2, qui sont donc les inscriptions pédagogiques. Donc vous avez 2 types d'inscriptions pédagogiques, soit toutes les 2 obligatoires, les disciplinaires qui relèvent donc de votre licence et les transversales, qui sont des unités d'enseignement professionnel, des unités d'enseignement libre, qui vous seront explicitées. Mais dans les 2 cas, à partir du 26 septembre à 10 h, c'est la date à laquelle vous pourrez vous inscrire pour ces inscriptions pédagogiques. Donc retenez la date et l'heure, puisque c'est à partir de ce moment-là que vous allez être amené à pouvoir réaliser vos IP. Alors, une université, c'est également une bibliothèque. Et je passe la parole à nos collègues de la bibliothèque pour vous présenter l'ensemble des ressources qui sont mises à votre disposition. Bonjour à toutes et à tous, je suis Élise Leclerc, chef du département des formations des usagers à la bibliothèque Sorbonne Nouvelle. Donc bibliothèque la bibliothèque Sorbonne Nouvelle, dans laquelle nous avons vraiment un grand plaisir à vous accueillir parce que c'est un très bel outil de travail. J'en profite également pour vous rappeler ou vous apprendre que vous avez aussi accès en tant qu'étudiant et étudiante de Sorbonne Nouvelle à la bibliothèque Sainte-Geneviève qui se situe dans le quartier latin. Donc n'hésitez pas aussi à vous rendre dans cette bibliothèque. En ce qui concerne la BSN, donc, elle se situe, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, mais dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée. En fait, dès que vous entrez à droite, sur votre droite, dès que vous entrez sur le campus. Donc on a 4 niveaux dans cette bibliothèque, dont 3 niveaux avec des collections et des places de travail. Et comme le reste du campus, c'est une bibliothèque qui a été conçue par l'architecte Christian de Portzamparc, qui a apporté beaucoup de soins à l'aménagement des espaces, des lumières, etc., pour qu'on s'y sente plutôt bien. Donc n'hésitez pas vraiment à venir la visiter, vous y avez d'ores et déjà accès et vous êtes d'office inscrit à cette bibliothèque. On vous propose 1100 places assises qui vont des places assises à une table de travail pour travailler au calme ou à des salles de travail en groupe pour vos travaux de groupe forcément. C'est réservable sur l'application Affluence directement. On vous propose des espaces un peu particuliers aussi qui vous intéresseront peut-être, c'est-à-dire des canapés pour visionner seul ou en groupe des films directement à la bibliothèque. On a un gros fond DVD. N'hésitez pas donc à vous en servir. On vous propose aussi un bibliocafé et un coin presse et différents types d'assises plus ou moins confortables, vous verrez. Vous pouvez aussi trouver des aménagements pour les étudiants et étudiantes en situation de handicap. N'hésitez pas à venir vers nous pour nous poser des questions, vous renseigner. En termes d'accès à la bibliothèque, on est ouvert pour le moment du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Et très prochainement, en octobre, on ouvrira nos portes de 8 h 30 à 21 h en semaine. Enfin, n'hésitez jamais à venir nous poser des questions, vous ne nous dérangez jamais, j'insiste là-dessus. Les bibliothécaires sont là pour répondre à vos questions, pour vous aider, vous accompagner, donc n'hésitez pas. Sachant que vous pouvez également nous joindre par mail, l'adresse est ici, mais vous la retrouvez sur notre site internet. En ce qui concerne les collections, on vous propose des collections qui sont liées aux enseignements de Sorbonne Nouvelle, donc en littérature, en langue, en arts et médias, notamment au 3e étage. Dans les sciences humaines et sociales et sur des supports différents, c'est-à-dire évidemment des livres physiques, des ressources numériques, des bandes dessinées, des DVD, des Blu-ray, etc. N'hésitez pas à explorer nos ressources et à nous poser des questions. On abrite également 2 fonds spécialisés assez importants. La bibliothèque Gaston Miron, qui est une bibliothèque en études québécoise, et la théâtrothèque Gaston Batty, qui constitue le plus grand fonds documentaire sur les arts du spectacle vivant en France. Enfin, sur les services qu'on vous propose, vous allez pouvoir retrouver, comme dans tout le reste du campus, le Wi-Fi et du ROAM. On vous propose également à chaque étage des pôles d'impression, soit en noir et blanc, soit en couleur. On vous propose aussi, via vos identifiants e-Sorbonne, dont on vient de vous parler, d'accéder directement à votre compte lecteur, où vous pourrez vérifier vos prêts, les renouveler, accéder à nos ressources électroniques, etc. Donc c'est vraiment très important. Vous retrouverez également notre catalogue, sachant que vous aurez besoin d'utiliser ce catalogue pour savoir si les collections que vous cherchez sont soit en libre accès dans les rayons de la bibliothèque, soit dans le magasin, c'est-à-dire dans nos réserves au sous-sol. Donc là, vous pourrez directement faire une demande pour qu'on vous apporte les documents s'ils se trouvent en magasin.
J'en profite également pour vous dire que vous êtes en L1, donc vous aurez forcément une formation obligatoire qui va s'inscrire dans votre unité d'enseignement méthodologie du travail universitaire. C'est une formation qui sera proposée dans les locaux de la BSN en 2 TD d'1h30. Donc il y en aura une qui se passera dans les salles de lecture et une qui se passera dans nos salles de formation. C'est une formation obligatoire, donc évaluée. Ce sera un test sur eCampus et vous allez recevoir les dates par votre adresse mail institutionnelle. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que vous devez la consulter, puisque sinon, vous n'aurez pas les informations. Vous pouvez également trouver d'autres informations sur notre site internet. Attention, simplement, notre site internet est différent de celui de l'université. Donc pensez bien quand vous cherchez à aller directement sur le site internet de la BSN, notamment sur l'onglet formation, où vous allez retrouver des informations sur le TD et des informations, et des petites ressources pour vous auto-former si vous avez des questions techniques, etc. notamment. On vous encourage également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un compte Instagram, Facebook, Twitter. C'est là que vous allez retrouver toutes nos informations, toutes nos actualités et nos événements. Et enfin, j'en profite puisque c'est la dernière occurrence, on vous propose une visite de 30 minutes à 14h45 à la bibliothèque. C'est la dernière de ce genre, mais vous pouvez évidemment aussi venir visiter par vous-même la bibliothèque, il n'y a aucun souci. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente année universitaire. Merci beaucoup. Alors, quelques informations avant de passer la parole à mon collègue Yvan Bott de la mission handicap. Tout d'abord, un petit rappel sur le fait que l'université a un service de santé universitaire qui vous accompagne tout au long de l'année. Vous avez la possibilité de pouvoir avoir une consultation gratuite de prévention, donc visite médicale de prévention gratuite accessible via Doctolib. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier de consultations médicales et notamment d'une aide au sevrage tabagique, ce qui me permet de vous rappeler que vous êtes sur un campus non fumeur. Donc n'hésitez pas à consulter nos collègues si vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez aussi des consultations psychologiques si vous en éprouvez le besoin. Et petit rappel, les chèques psy, consultations médicales chèques psy sont encore possibles jusqu'au 31 décembre 2022. Enfin, nous sommes encore sous une condition Vigipirate, donc pour pouvoir accéder à notre campus, vous devez présenter votre carte d'étudiant ou votre certificat de scolarité. Donc faites en sorte d'avoir ces 2 éléments, car l'accès à notre campus est vraiment, ne peut se faire que si vous avez l'un ou l'autre de ces éléments. Pour ma part, je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente année et je passe la parole à Yvan Bott de la mission handicap. Bonjour à toutes et tous, je vais vous présenter en quelques mots le service universitaire de la mission handicap. C'est un service dont l'objectif est d'accompagner les étudiantes et les étudiants en situation de handicap. Il est situé au centre de l'université, au rez-de-chaussée du bâtiment A. Vous retrouverez nos coordonnées sur le flyer que vous avez parmi les documents qui vous ont été distribués. Sachez que chaque année, et l'université en est fière, nous accompagnons de plus en plus d'étudiants en situation de handicap. Près de 630 l'année dernière. On peut intervenir à différents niveaux, sur différents plans. Le premier niveau, c'est la mise en place d'un emploi du temps adapté et d'un cursus qui correspondent au rythme de travail qui sont ceux de la personne en situation de handicap. Le deuxième niveau, c'est un travail sur l'accessibilité des cours. Donc je passe très vite sur les dispositifs, mais on peut vous aider à récupérer les notes des cours que vous n'êtes pas à même de prendre, notamment. On peut mettre aussi en place des tutorats pédagogiques pour vous aider dans la révision de ces cours, dans la préparation des examens. Troisième niveau d'intervention possible, la passation des examens, avec un très grand nombre de mesures susceptibles d'être mises en place dans l'université. Pour obtenir ces aménagements, il n'est pas nécessaire d'avoir obtenu au préalable une reconnaissance nationale et par exemple d'être inscrite dans une maison départementale des personnes handicapées. La mission handicap travaille de concert avec le service de santé étudiante et vous pouvez, dans cet ordre-là, d'abord prendre rendez-vous avec la mission handicap pour déclarer une situation de handicap, puis avec le service de santé étudiante et obtenir un plan dès lors que vous avez un suivi à l'extérieur.
Mais on n'oublie pas qu'il y a aussi des étudiants qui malheureusement tombent en situation de handicap ou sont confrontés à une situation de handicap au cours de l'année et n'ont donc pas vu de spécialiste auparavant. Dans ces cas-là, prenez rendez-vous avec les deux services et cette prise de rendez-vous équivaudra finalement à l'engagement d'une procédure de reconnaissance de votre situation de handicap. J'insiste sur le fait que toutes les situations de handicap sont prises en compte, et notamment la détresse psychique et psychologique. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous solliciter, quelle que soit la situation que vous rencontrez. Un autre point maintenant, parmi les actions que nous mettons en œuvre, beaucoup reposent sur la solidarité étudiante, et notamment le dispositif des preneurs de notes. À votre niveau, en L1, vous allez voir assez régulièrement, parce que les besoins sont nombreux, des messages passés sur la liste de diffusion envoyés par le service de la mission handicap et consistant à vous demander si vous êtes en mesure de fournir tel ou tel cours que vous suivez pour un ou une autre étudiante qui suit le même cours, parfois en étant présente mais en ne pouvant pas prendre le cours en note, parfois en y étant inscrite mais en étant absente et hospitalisée. Alors, dès lors que vous estimez que vous êtes capable de nous transmettre ce cours régulièrement et de le prendre dans de bonnes conditions, revenez vers nous le plus rapidement possible, qu'il n'y ait pas de marge d'attente trop longue pour la personne qui en a besoin, et on vous expliquera les modalités à suivre qui sont très simples pour qu'on puisse récupérer ce cours. Une rémunération vous est proposée, elle n'est pas énorme en ce qui concerne cette prise de cours en notes, mais néanmoins elle existe. Donc on peut aussi mettre en place un contrat étudiant si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre attention et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez besoin. Je vais passer la parole à Monsieur Goutte, le directeur de la composante. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous me voyez là? Parce que je voyais que le locuteur était dans l'ombre jusque-là. Là, ouais, c'est mieux comme ça. Bienvenue à la Sorbonne Nouvelle, bienvenue au département cinéma et audiovisuel. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà vu ici même lors de la journée porte ouverte il y a quelques mois de ça. Pour les autres, donc, ça a été dit, je m'appelle Martin Goutte et je dirige le département avec Thomas Pillard, qui est directeur adjoint, pendant 4 ans, normalement, donc pendant les 3 prochaines années. Et vous expliquer un peu comment ça fonctionne. La plupart des enseignants titulaires que vous aurez ont, comme moi, des responsabilités administratives. Donc, ici, il y a Aurélie Pinto, qui est responsable de la licence, et Aurélia, qui est dans l'ombre, qui se cache, qui est responsable de la L1, de la première année, donc de l'année qui vous concerne pour cette année 2022-2023. Alors, par quoi commencer? Peut-être dire un mot des conditions de la rentrée qui ont été évoquées tout à l'heure, et vous présenter à nouveau les excuses de l'université et du département, même si on n'est pas forcément pour grand-chose, mais sur les conditions de cette rentrée, qui se voit décalée comme ça de 15 jours, on sait que même la présence aujourd'hui à la réunion 15 jours avant n'était pas forcément très simple, du coup, pour certaines d'entre vous. Donc, on en est désolé. Dire aussi que tout ne sera pas réglé tout de suite de ce point de vue-là. Alors, par exemple, tous les amphis, les 2 grands amphis, dont celui-là, qui est particulièrement beau, il y a un autre amphi encore plus grand, qui n'est pas encore accessible. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Il faudra faire preuve un peu de patience et d'adaptation. Les choses vont se réguler, sans doute, au fur et à mesure. On espère aussi que vont se régler, et ça c'est plus crucial pour tout le monde, pour vous comme pour nous, le manque global de salles de cours dans l'université, ce qui est un vrai problème et sur lequel planchent la plupart des services et des collègues en ce moment, et qui explique ce décalage de 15 jours de la rentrée. Donc voilà, tout ça fait une rentrée un peu étrange, à certains égards chaotique, à d'autres encourageante aussi, parce que voilà, on découvre des nouveaux locaux et qui ont quand même de vraies qualités. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient fait un tour à Sancier, donc dans les anciens locaux de l'université.
voilà, a priori, sur la qualité des salles de cours, sur le matériel de vidéoprojection dans les salles de cours, sur la qualité d'un amphi comme celui-là, de l'autre aussi, et puis sur la salle de projection aussi, qui est liée à la cinémathèque universitaire dont on vous parlera tout à l'heure. Tout ça, c'est des choses assez formidables hein, dont on a hâte de s'emparer pour voir voilà, sur le terrain comment ça se passe une fois que... Parce que pour l'instant, on avait les locaux, mais on n'avait pas les étudiants. Donc maintenant, c'est un peu différent. Donc, sans doute qu'on va se rendre compte aussi de problèmes qu'on n'avait pas mesurés jusque-là, maintenant que vous êtes là, mais c'est quand même évidemment une très bonne nouvelle. Par ailleurs, oui, il a été question de la bibliothèque tout à l'heure. Je vous confirme que c'est une bibliothèque qui est vraiment magnifique. Voilà, emparez-vous-en dès le début, ne serait-ce que pour prendre la bonne habitude justement de vous emparer de la bibliothèque dans le cadre de votre cursus à la fac. C'est vraiment un élément central de la réussite des études universitaires que de ne pas se contenter de ce que nous fournissent directement les recherches Google en termes d'information, de recherche d'articles, etc., mais d'aller chercher à la bibliothèque des ouvrages, des articles spécialisés et d'en faire un lieu d'études ordinaires et le plus fréquenté possible. Alors, sur les conditions de la rentrée, je ne sais plus si j'avais d'autres points que je voulais voir avec vous. Ah oui, si, quand même une conséquence non négligeable de ce manque de salles évoqué précédemment, c'est que, comme vous le savez, du coup, les enseignements du bureau des enseignements transversaux, donc les cours de langue, d'informatique, sont en distanciel, sont passés en distanciel. Donc, pour ce qui est des cours magistraux, vous êtes préservés parce que le choix a été fait très clairement. Hein, il a bien fallu trancher et faire des choix. On a notamment choisi justement de préserver la L1 de ce point de vue-là et que l'amphi que vous avez au premier semestre, il est bien lu en présentiel parce qu'on considère que c'est non seulement l'enseignement, mais le cadre, l'environnement que crée l'amphithéâtre en L1, ça fait partie aussi d'une forme d'acculturation à ce que c'est que la vie universitaire, de découverte de la vie universitaire, et c'est important pour vous de le vivre pleinement. Et de la même façon, voilà, on a essayé de préserver comme ça un certain nombre de CM, de cours magistraux. Ça va falloir vous habituer aux abréviations. D'ailleurs, certaines qui ont été utilisées précédemment, je ne sais pas si vous les connaissiez, parce que je crois que Paul tout à l'heure a évoqué la CFVU, sans forcément vous dire ce que c'était, c'est le Conseil de la formation et de la vie universitaire. Bon, mais voilà, donc ici tout sera structuré en TD, travaux dirigés, et CM, cours magistraux. Le cours magistral, donc que vous aurez avec Pascal Alex Vincent et Anna Vignola, pardon, aura bien lieu normalement ici, avec toute la L1, donc un effectif qui sera assez serré, ce qui fait que, à mon avis, vous ne pourrez pas faire comme aujourd'hui pour certains à rester tranquillement debout à l'arrière. C'est-à-dire qu'il y aura sans doute des gens debout à l'arrière, c'est pas totalement impossible, mais il faudra utiliser toutes les places si vous voulez vous en sortir et que tout le monde ne soit pas dans les couloirs. Donc l'amphi est beau, mais c'est le plus petit des deux grands amphis qu'on a. Il faudra vraiment utiliser les places assises, hein, sinon on n'y arrivera pas pendant l'année. Donc voilà, je reviens sur les cours du BET, c'est pas une satisfaction, mais voilà, je vous en préviens, ils auront lieu à distance. C'est une des solutions un peu d'urgence, pour pas dire un peu en catastrophe, qui a été adoptée pour trouver une réponse immédiate au manque de salles que j'évoquais précédemment. Il va de soi qu'on a tout à fait conscience que des cours de langue à distance, c'est pas exactement les conditions idéales pour progresser, hein. On est tous d'accord là-dessus. Le calendrier. Donc j'imagine que vous avez consulté le calendrier décalé. Donc les IP pour vous, elles commenceront le 26 et la rentrée elle-même le 3 octobre. Ça va décaler les choses aussi du coup sur le mois de janvier. C'est-à-dire qu'il faut repenser aussi éventuellement votre calendrier de janvier et le fait qu'il faudra prévoir 2 semaines de cours à ce moment-là. Là aussi, hein, on s'en excuse, le calendrier, pourtant il est préparé par des commissions et voté des mois et des mois à l'avance par la CFVU, justement, qu'on évoquait précédemment. Bon, il se trouve que cette année, du coup, tout est un peu balayé comme ça, in extremis. Au second semestre, normalement, on devrait retrouver un fonctionnement plus normal et plus conforme au calendrier initial prévu, si ce n'est que, peut-être que vous l'avez vu, vous perdez du coup une semaine sur ce second semestre, puisque vous aurez 12 semaines de cours au lieu des 13 initialement prévus. Alors, par rapport aux étudiants de l'an dernier, ça ne fait pas une différence énorme, parce qu'on était à 12 au second semestre, mais justement, c'est là où c'est ralent, on était content d'avoir regagné
cette 13e semaine qu'on avait auparavant et qui permettait d'avoir des cours plus complets. Bon, bah, là, les circonstances font qu'on la repère. Donc, on va se battre pour essayer de la regagner l'an prochain. Il faut toujours faire et refaire et défaire à la fac. Voilà. Donc, voilà un peu pour ces conditions. J'oublie un truc sur la rentrée. Ah oui, les IP, bah oui, je fais exactement, enfin, on fait tous pareil. Les IP, c'est les inscriptions pédagogiques, oui. Et donc elles seront en ligne. Et les inscriptions pédagogiques, c'est le choix des cours, et des horaires et des créneaux. Oui, mais ça, on y revient dans la présentation de la licence, non ? Non ? D'accord. Bon. Donc du coup, je vais vous le dire tout de suite, alors. En fait, il y a un système, comment dire, l'organisation des enseignements fonctionne avec des unités d'enseignement qui correspondent par exemple à Histoire du cinéma 1, Esthétique, Analyse filmique 1, parce qu'après il y a 2, 3, 4, etc. Et au sein de ces unités d'enseignement, soit ça correspond à un cours magistral, et auquel vous êtes tous conviés et tout le monde assiste au même cours, soit c'est subdivisé en travaux dirigés, donc en TD, qui sont placés sur des créneaux très variables. Les uns peuvent avoir lieu en même temps, mais ils peuvent tout à fait se répartir sur toute la semaine et à des horaires également très variables. Donc là, il faudra essayer de faire votre programme d'une certaine façon, à partir de ça, de la façon la plus efficace et utile pour vous, en précisant tout de suite que, voilà, vous voyez bien on est quand même assez nombreux dans cette salle, que, comme vous l'imaginez, il y a des créneaux qui intéressent forcément plus de monde que d'autres à chaque fois, et que donc tout le monde ne peut pas faire exactement le programme idéal qu'il s'est forgé au départ en regardant dans la brochure et en se disant tiens, je prends ça, et c'est parfait, mon truc est bouclé. Voilà, ça c'est dans l'idéal, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut vous attendre en effet à ce que vous ne puissiez pas forcément vous inscrire dans tous les cours, dans tous les créneaux que vous souhaitiez. Parfois, il y a des ajustements possibles, et dans ce cas-là, il faudra voir ça avec Wilfried Cuzucrea, qui est le secrétaire pédagogique de licence 1, et qui pourra voir avec vous, vous accueillir pour en discuter, essayer de trouver des solutions. Mais inutile d'insister lourdement, il ne pourra pas vous donner satisfaction sur toutes les demandes en la matière. On reste dans un système évidemment contraint, et on essaye d'ajuster au mieux, mais voilà, tout n'est pas possible. On ne peut pas faire des choses totalement à la carte. De ce point de vue-là, c'est vrai que l'université, c'est une des difficultés que vous allez rencontrer peut-être cette année. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait une L1 ailleurs, ou ont déjà fait une année d'études supérieures dans un autre contexte. Oui. Oui, pas tant que ça, vous êtes peu nombreux dans ce cas, assez peu nombreux. Pour les autres, vous allez voir sans doute que l'entrée à l'université, c'est une des difficultés, c'est que le fonctionnement diffère complètement de celui du lycée. Vous serez beaucoup moins accompagné individuellement que vous ne l'étiez au lycée. Il faut petit à petit gagner en autonomie, essayer de davantage vous débrouiller tout seul, mais ça fait partie aussi de ce à quoi sert la fac, hein, d'une certaine façon. C'est aussi de sortir du cadre un peu confortable, douillet du lycée pour s'affronter à un fonctionnement un peu plus complexe, mais qui vous donne aussi plus de liberté, plus de marge. Ça va aussi avec ce que disait tout à l'heure Paul sur le fait de vous emparer par exemple, de tout ce qui se fait au niveau associatif, au niveau des aides qui peuvent être faites pour des projets personnels, etc. Bon, emparez-vous de tout ça et entendez que, voilà, c'est vrai qu'au départ, il y a une phase d'acclimatation à l'université. Voilà. Et là-dessus, alors peut-être un mot, ne désespérez pas. C'est-à-dire que les premiers mois, parfois, sont vraiment durs. Mais on le sait, hein, et pour bon nombre d'entre vous, vous pouvez être un peu perdu, vous pouvez avoir le sentiment que là où justement, dans le cadre du secondaire, vous pouviez assez plus facilement socialiser très vite aussi. À la fac, des fois, selon les créneaux horaires, voilà, on ne retrouve pas les mêmes personnes d'un TD à l'autre, etc. Donc, c'est pas évident de ce point de vue-là. Et il faut petit à petit trouver ses marques. Il faut laisser du temps aussi, justement, à ce que les choses se mettent en place. De la même manière, il faut s'adapter aussi à des types de demandes de la part des enseignants qui ne sont pas forcément de l'ordre de ce que vous avez connu jusque-là. Et si, par exemple, vous rencontrez au départ quelques difficultés, des résultats qui suivent pas par rapport à ce que vous escomptiez, surtout ne lâchez pas l'affaire. Le plus dur, mis à part le doctorat, on va dire, ou la fin d'un master, l'année la plus dure à la fac, c'est la première année.
Et en fait, c'est là où il faut tenir. C'est là où il faut justement passer ce cap. Et une fois qu'on a passé ce cap, les choses s'enclenchent de manière assez naturelle d'une certaine façon. Enfin, plus ou moins facilement, évidemment, mais voilà, il y a ce cap à passer. N'hésitez pas à vous faire aider pour le passer. Si vous êtes en difficulté, si vous sentez que justement, ne serait-ce que sur un point tout bête, hein, l'assiduité, personne ne viendra vous chercher. C'est-à-dire que si vous venez pas en cours, vous venez pas en cours. Il n'y a pas de règle d'assiduité, etc. Donc, assez vite, vous pouvez vous retrouver dans la situation où c'est confortable de dormir un peu plus longtemps que prévu, de finir sa journée un peu plus tôt, d'aller retrouver des amis, etc. Sauf que, croyez-nous, ça se ressent très, très, très directement et très, très vite. Et c'est un des pièges des débuts à l'université. Donc, l'assiduité, on ne vous y force pas, parce que voilà, vous êtes des adultes responsables et que de ce point de vue-là, on n'est plus au lycée, justement. Mais c'est essentiel si vous voulez réussir. Et c'est un des indices pour vous, hein, je vous le dis, pas forcément pour nous, même si ça l'est un peu pour nous aussi, mais pour vous, ça peut être un des indices que justement, ça vaut peut-être le coup d'aller en discuter un peu avec les profs ou avec les directeurs d'études. Ouais. Aurélia va vous parler d'un dispositif qui est justement lié à ça. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurélia Gournay, je suis responsable de la L1 et je suis notamment chargée de coordonner un dispositif qui est celui des directeurs d'études. Donc, c'est complètement en lien avec ce que vous disiez, Martin, sur le fait que vous allez être dans une situation très différente du lycée. Et le dispositif de directeur d'études, c'est un petit peu une transition entre ce que vous avez pu connaître au lycée et l'université, avec des enseignants référents qui vont fonctionner un petit peu comme des professeurs principaux. C'est-à-dire que vous allez être prochainement répartis en groupe d'une 50aine d'étudiants et vous allez avoir un enseignant qui normalement enseigne en L1 qui va être votre référent et qui va vous faire signer ce qu'on appelle un contrat pédagogique ou contrat de réussite dans lequel vous allez pouvoir noter si vous souhaitez être accompagné un petit peu plus particulièrement sur certains plans. Donc ça peut être sur des plans méthodologiques, de langue, si vous n'êtes pas forcément francophone d'origine, ou des problématiques liées au handicap, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc ces directeurs d'études, ils vont vous proposer des rendez-vous individualisés si vous le souhaitez. Donc il n'y a aucune obligation à être suivi individuellement. En tout cas, il faudra que vous signiez impérativement ce contrat d'études. Donc ça, notez-le, lorsque vous allez avoir la réunion avec votre directeur d'études, l'envoi du contrat, il est obligatoire de renvoyer ce contrat signé. Et ce, même si vous estimez ne pas avoir besoin d'aménagement particulier, c'est-à-dire que vous pouvez juste signer et déclarer ne vouloir aucun aménagement spécifique, mais c'est indispensable de signer et de renvoyer ces contrats à vos directeurs d'études. Donc normalement, ça se fera en ligne sur eCampus. Vous aurez un espace direction d'études. Vous aurez votre directeur d'études qui vous enverra le contrat et vous pourrez choisir si vous souhaitez ou non le rencontrer en entretien individualisé pour évoquer des problématiques qui vous seraient spécifiques. Les directeurs d'études vont notamment vous accompagner dans tout ce qui est éventuellement réorientation au cours de la L1, puisqu'il y a une réorientation possible au premier semestre. Je ne vous souhaite absolument pas de souhaiter vous réorienter dès la fin du premier semestre, mais au cas où vous allez avoir une réunion pour la réorientation, vous pouvez avoir aussi d'autres types de besoins et d'accompagnement qui seront proposés avec des aides à la réussite ou des dispositifs de tutorat et d'accompagnement faits par des étudiants de niveau supérieur qui peuvent vous aider si vous avez des problèmes de méthodologie. Donc ce système de blocs et d'enseignants référents, c'est que vous puissiez avoir vraiment un interlocuteur un petit peu plus privilégié qui serait vraiment comme une espèce de professeur principal du lycée, même si vous n'allez pas forcément être dans CTD ni le rencontrer physiquement au cours du semestre, mais au moins avec qui vous puissiez interagir par mail ou qui vous proposera des rendez-vous en visio pour ponctuellement pouvoir évoquer les sujets qui vous concernent. Il peut aussi beaucoup vous orienter vers des services de l'université si vous êtes un petit peu perdu, par exemple, que vous avez besoin d'une aide psychologique, sociale ou de n'importe quel type. Parfois, le problème à l'université, c'est juste qu'on ne sait pas à qui s'adresser, à quel service frapper ou demander de l'aide. Donc, n'hésitez pas dans ce cas-là à vous tourner vers ces enseignants. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous tourner vers moi par mail, puisque je suis votre responsable de L1, ou également, pour les questions plus administratives, vers le secrétariat. Mais bon, le directeur d'études peut être justement un bon intermédiaire pour ne pas tout de suite envoyer des mails jusqu'à la direction du département qui ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée et puis bienvenue encore sur ce campus de Nation. C'est moi. En fait, j'ai oublié de vous présenter les slides.
C'est-à-dire que je suis parti direct sur les histoires de rentrée. Je suis censé vous faire une présentation rapide des études dans notre département quand même. Juste préciser que le département cinéma et audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle, c'est un des plus anciens en France, dans les universités, même si c'est une discipline, vous en doutez, qui est relativement récente par rapport à d'autres. Mais la Sorbonne Nouvelle s'est notamment constituée sur cette base justement de disciplines un peu nouvelles et qui venaient renouveler le panorama des disciplines acceptées dans l'université autour des années 70. Dire aussi un mot sur justement la composition. Le fait qu'on ait 25, 27 enseignants, chercheurs, oui, j'ai évoqué tout à l'heure des titulaires, c'est-à-dire que des maîtres de conf, profs ou autres statuts, on est à temps plein ou à mi-temps pour certains à l'université, et on est pour la plupart enseignants-chercheurs. C'est important à noter parce que ça veut dire aussi que les enseignants justement n'ont pas que les cours à assurer et donc n'ont pas que le suivi des enseignements à assurer. Ils ont d'autres activités à côté et donc il faut en tenir compte, notamment, je le dis parce qu'on évoquait les mails à l'instant, notamment parce que voilà, ça sert à rien de les harceler de mails. Il y a des fois, en effet, ils peuvent pas vous répondre tout de suite et c'est tout à fait normal. Donc soyez patients dans la gestion des mails avec nos collègues, s'il vous plaît, enfin et avec nous aussi. Ce serait super. L'autre point, il y a aussi donc des professionnels associés et il y a, c'est un point particulier dont il faut dire un mot, un très grand nombre de chargés de cours qui sont des professionnels par ailleurs ou des gens qui ont soutenu une thèse ou qui ont fait des études de cinéma et puis qui travaillent dans des associations, dans des boîtes de distribution, dans des boîtes de production par exemple. Et ils sont très très nombreux, ils sont pas loin de 120 pour notre département. C'est vous dire aussi que voilà, ça fait une équipe qui est à la fois soudée, mais qui est aussi assez pléthorique et avec des gens qui ont des activités par ailleurs et des statuts très variés. Donc, ce qui peut expliquer qu'ils soient plus ou moins disponibles, plus ou moins contraints, etc. Donc, de ce point de vue-là, vous allez avoir affaire à un corps enseignant qui est très différent de celui que vous avez connu auparavant dans le secondaire. C'est un point sur lequel je voulais insister. Par ailleurs, oui, sur la diversité des disciplines, il faut en dire un mot aussi. La spécificité du département, c'est de s'être construit justement sur cette articulation cinéma et audiovisuel, c'est-à-dire de ne pas être uniquement dans les études cinématographiques, pas être non plus, comme le sont pas mal de formations, notamment celle que moi j'ai pu suivre dans une autre université qui était plutôt art du spectacle, par exemple, où le cinéma allait avec le théâtre, la photo, etc. Donc ici, il y a vraiment une particularité qui est qu'on prend au sérieux l'audiovisuel à la fois du côté des séries, du côté de la télévision évidemment, et d'autres aspects. Mais on est dans un cas un peu particulier, c'est-à-dire que si vous étiez en histoire, par exemple, l'histoire c'est clairement une discipline, avec ses méthodes spécifiques, avec son champ, etc. Département cinéma et audiovisuel, ça dit d'emblée qu'on est dans quelque chose qui est un peu plus compliqué à définir, c'est plus un objet de recherche qu'une discipline à proprement parler. Ce qui veut dire qu'en fait, et c'est à mon avis une des chances que vous avez et un des intérêts de nos formations, c'est que cet objet, ou tous les objets que peuvent comprendre le cinéma et l'audiovisuel, vous allez voir, ils seront abordés selon des approches ou des disciplines très variées. Des approches historiques, des approches esthétiques, des approches économiques, sociologiques par exemple, pour Aurélie, etc., etc. Et ça, c'est une des vraies richesses de l'offre de formation. Et je vous invite à, à être attentif au cours de la formation, à ne pas vous contenter justement des approches ou des disciplines qui vous intéressent le plus immédiatement, mais au contraire à pleinement bénéficier de cette variété de l'offre justement qui est proposée. Ça vous sera très bénéfique par la suite, et notamment en termes d'ouverture professionnelle à la sortie de la formation. Donc, évidemment, le cinéma comme objet central, sous toutes ses formes, fiction, documentaire, cinéma contemporain, histoire, expérimentale, sur des formes aussi justement liées aux sciences humaines, comme le film anthropologique par exemple. Il y en aurait beaucoup d'autres à citer. L'audiovisuel avec les séries télé, les jeux vidéo aussi. On a un collègue qui est spécialiste, un des rares spécialistes de l'université et des études justement audiovisuelles, être spécialiste des jeux vidéo. On a des cours sur les vidéoclips, des cours sur l'art vidéo et les vidéo-installations, etc. etc. Peut-être dire un mot là-dessus sur le fait que
là, c'est des spécialisations de cours auxquelles vous n'allez pas forcément avoir accès dès la licence 1. En fait, la licence, elle est aussi pensée sur une forme d'évolution et où on essaye de partir de cours qui sont plus des cours un peu fondamentaux pour aller petit à petit vers des cours plus spécialisés comme ça à partir de la L2. Et puis surtout, vous verrez en L3, quand vous y serez, c'est beaucoup plus présent. Donc, comme je disais, des angles complémentaires, théorie, esthétique, économie, histoire, sociaux, anthropo, approche des métiers, etc. Donc plein de manières différentes d'aborder le cinéma et l'audiovisuel. Et quelques ateliers qui complètent cette formation, qui est plutôt une formation théorique. Alors, il faut dire qu'il y a relativement peu d'ateliers au sein de la licence de la Sorbonne Nouvelle par rapport à d'autres universités qui ont des formations cinématographiques plus orientées vers la pratique. Nous, c'est une formation dont l'ancrage théorique est fort et où la part pratique est moins développée, mais elle existe quand même. Il y a des ateliers d'écriture, notamment, d'écriture critique, des écritures scénaristiques. Et en L3, surtout, il y a des ateliers aussi de réalisation qui donnent lieu à un festival Objectif Sensier. Je ne sais plus si je l'ai fait figurer. Non, je ne l'ai pas fait. Il arrive peut-être plus tard. Oula, j'ai trop avancé. Toc. Donc, voilà, insister sur le fait, ça on le fait plus au moment des JPO, mais quelque part ça fait pas de mal de le redire là pour la rentrée parce que c'est important. C'est pas une école de cinéma, c'est pas une école pratique de cinéma, c'est vraiment une université. Pour autant, comme on le rappelle, ça ne veut pas dire qu'on est complètement déconnecté des mondes professionnels liés à notre objet d'études. Et évidemment, alors, outre le fait qu'il y a des possibilités de stage, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, il y a beaucoup de professionnels qui donnent des cours chez nous sur des sujets qui sont souvent liés justement à leur pratique, donc qui peuvent vous faire bénéficier de leur connaissance très pointue de leur domaine. Bon, là, je vais passer la parole à Aurélie pour vous présenter la licence. Je crois que, en ce qui me concerne, j'ai fait le tour. Donc, je vous re-souhaite une nouvelle fois la bienvenue et je vous souhaite une excellente année chez nous. Merci. Bonjour, bonjour. Déjà, vous dire qu'on est, ça a déjà été dit, mais très content de vous voir déjà. Préparer une rentrée, c'est voir des effectifs passer, des numéros d'étudiants, tout ça. Là, c'est déjà voir des têtes, donc c'est quand même beaucoup plus sympathique. Donc, content de ça, même si on est encore une fois désolé. Dans ces conditions, ça vous bouscule, ça nous bouscule aussi évidemment, et ça va bousculer aussi l'intersemestre. Mais ensemble, on est capable de tout, donc ça va très bien se passer. Alors pour prendre la suite de ce que disait Martin, donc comment sont organisées les études à la fac? Donc selon le schéma LMD. LMD, c'est licence, master, doctorat. Licence, vous le savez, c'est 3 années. Donc on parle d'années, mais on parle surtout de semestres, hein, vous le verrez, parce qu'en termes de validation notamment, on raisonne en termes de semestres validés, hein, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Voilà, donc pour ce qui est de la licence. Ensuite, vous avez, si vous voulez poursuivre en master, donc 2 années de master réparties en 4 semestres. Et puis pour certaines qui voudraient poursuivre en doctorat, le D de doctorat. Alors, pour vous dire 2 mots un peu sur comment s'organise l'année, vous l'avez certainement déjà compris, la licence s'organise en majeur-mineur. Vous ne l'aviez pas du tout. Je vous le dis. Majeur-mineur, donc vous avez compris que vous êtes en majeur cinéma audiovisuel. Il est bizarre ce micro, non? Ouais. Voilà, donc majeur cinéma audiovisuel, et vous avez donc 4 mineurs. Alors vous avez une très grosse mineure qui est la mineure arts et médias. La mineure arts et médias étant la mineure qui, à partir de L2, se transforme en renforcement disciplinaire. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de rester au domaine audiovisuel en complétant les enseignements sur le cinéma audiovisuel. Et sinon, on a 3 autres mineurs qui se démarquent plus des cours d'audiovisuel et de cinéma. C'est donc la mineure théâtre, mineure lettres, mineure anglais, où là les effectifs sont beaucoup plus réduits. Et vous avez également, il existe aussi au sein de l'UFR une double licence théâtre-cinéma. Donc nous, on est un département. UFR, c'est l'unité qui est au-dessus. Donc l'UFR Arts et Médias, c'est
département théâtre, département médiation culturelle, infocom, et enfin communication, et ben nous, ben voilà, c'est ça, ça fait 4. Voilà. Donc, oui, alors pour continuer sur comment s'organise le programme de la licence, vous allez voir que vous avez différents types d'enseignements. Donc, vous l'avez compris, des enseignements de majeurs, des enseignements de mineurs. Donc, enseignement de renforcement disciplinaire, mais ça ne vous concerne pas encore, hein, c'est pour la L2, c'est la prolongation de la mineure arts et médias. Et sinon, vous avez ce qui a été présenté tout à l'heure aussi, enfin évoqué tout à l'heure par rapport aux inscriptions au BET, donc des UE de professionnalisation, des UE fonctionnels d'aide à la réussite, donc c'est tout ce qui est méthodologie, ce qui est informatique, etc. Et puis des enseignements de langue. Donc voilà, c'est le programme de vos cours, le programme en tous les cas théorique, enfin général de vos cours. Comme l'a dit Martin tout à l'heure, en fait, au premier semestre de L1, vous avez à peu près tous le même programme. C'est au fur et à mesure qu'on avance dans la licence que voilà, les menus là, vont un peu plus se différencier avec des cours plus spécialisés, etc. Là, vous allez voir, en début de L1, vous avez à peu près tous les mêmes programmes de cours. Pour être encore plus précis, hein, pour vous donner une idée de à quoi va ressembler ce semestre de L1, très concrètement, voilà, si vous regardez la brochure, alors non, vous n'avez pas encore regardé la brochure, parce que précisément, normalement, à cette date-là, elle est en ligne. Mais comme on a dû procéder à tout un tas de changements, d'horaires, d'emploi du temps, etc., elle n'est pas encore en ligne et elle devrait l'être cette semaine. Donc c'est très important que vous vous empariez de cette brochure, parce que dessus, vous allez découvrir le programme des cours, et surtout les créneaux horaires que vous pourrez choisir pour faire votre programme. Donc, quand vous allez regarder cette brochure, vous allez voir que s'organiseront comme suit les enseignements. Vous aurez 2 heures de TD d'histoire du cinéma. Donc là, c'est vraiment pensé de manière chronologique, hein. S1, c'est les débuts du cinéma, et puis plus on progresse, plus on va arriver vers la période contemporaine jusqu'à la fin de la L3. Vous aurez 2 heures de TD d'esthétique. Esthétique, ça, c'est une approche un peu globale, quoi, de ce que c'est que de lire qu'est-ce que c'est que la représentation, qu'est-ce que c'est que représenter en faisant des liens éventuellement avec d'autres domaines artistiques, etc. Donc, on dit très vite, c'est ça l'esthétique. Vous avez 2 heures de TD d'analyse filmique. Alors ça, c'est plus spécifique à l'écriture cinématographique, hein. C'est comment on lit un film. Quel est le langage d'un film. Vous avez aussi 2 heures d'études de textes fondamentaux sur les théories du cinéma et de l'audiovisuel. Donc ça peut concerner vraiment différents champs, ces textes théoriques sur, je sais pas, l'œil, qu'est-ce que c'est que regarder une œuvre, qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce que c'est que... Bon, voilà, alors vous avez aussi... au premier semestre de L1, 2 heures sur l'industrie du cinéma et l'audiovisuel. Donc voilà, c'est là déjà vous donner un peu une idée de comment fonctionne de manière institutionnelle, économique, etc. cette industrie, ce qui n'est pas question que d'image, comment on lit une image, comment on fait le lien avec la photo, etc. Mais aussi très concrètement, comment ça se finance un film. Et vous aurez donc 4 heures dédiées aux enseignements de mineurs. Et enfin, 1h30 de TD culture numérique. Alors, ça s'appelait avant informatique. Bon, ça fait complètement has-been le mot informatique. Donc maintenant, on dit culture numérique, mais globalement, c'est à peu près ça. 1h30 de langue vivante étrangère et 1h30 de TD de méthodo. Voilà, auxquels on tient beaucoup, parce qu'ils sont vraiment importants pour vous qui débarquez donc, dans un nouveau monde, hein, comme l'a dit Martin aussi, voilà, vous aider à vous organiser, pas vous noyer dans les différentes choses à faire. Alors, question cruciale, la question du contrôle des connaissances, la validation des diplômes. Donc chaque cours déjà fait l'objet d'une évaluation. Alors je crois justement les cours de culture numérique, c'est mesuré à l'assiduité. Hein, vous n'aurez pas de contrôle en tant que tel, mais c'est l'assiduité, le fait de vous être connecté à chacun des cours, puisque ce sera en distanciel. Voilà, et avec une différence entre les cours magistraux et les TD. Alors la différence, c'est quoi? C'est que en cours magistral, déjà, il y a... Ah ben non, en plus, c'est pas vrai. Il y a deux notes, je crois, pour le S1.
n'y a pas tant de différence que ça, finalement, entre les CM et les TD. Bon, bref. Donc, non, il me semble qu'à la fois pour le CM et pour l'ensemble de vos TD, vous aurez deux notes, tout bêtement, au cours du semestre. L'idée étant que priorité est donnée au contrôle continu. Contrôle continu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fur et à mesure du semestre, vous aurez différentes évaluations. Tout ne repose pas sur une évaluation de fin de semestre, mais voilà, on voit aussi la progressivité. Là, si on se plante à l'un, on peut se rattraper à l'autre, etc. Donc la règle, c'est ça, c'est le contrôle continu. Après, il existe, dans certains cas, une possibilité de passer en ce qu'on appelle le CTI, c'est contrôle terminal intégré. Pour certains cas, donc pour des étudiants salariés, par exemple, éventuellement des étudiants en situation de handicap, etc., à voir avec la mission handicap. Mais voilà, ça, c'est pas de droit. Il faut soumettre votre demande dès le début du semestre. Voilà, il ne faut pas se réveiller une semaine avant les évaluations de fin de semestre en disant « Ah bah non, moi je bosse à côté, non, je ne pouvais pas, etc. » Non, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dès le début du semestre. Vous verrez sur la page du département, il y a une fiche, enfin une demande que vous pouvez télécharger, un formulaire, voilà ce que je cherchais, un formulaire que vous pouvez télécharger, vous expliquez les raisons pour lesquelles vous êtes contraint d'être inscrit en CTI. Par exemple, si vous déclarez être étudiant salarié, il faudra joindre un contrat de travail, etc. Ça, c'est à voir au cas par cas et bien soumettre votre demande dans les délais qui sont indiqués là aussi sur la page du département. Bon, alors ça semble évident, on l'a écrit, un travail personnel soutenu est attendu. Là aussi, pourquoi on dit ça? Je ne sais pas. Peut-être que quand vous dites à vos copains, les uns les autres disent les cursus qu'ils intègrent cette année, y a ceux qui font des trucs sérieux, qui sont allés en première année de médecine et puis en droit, et puis il y a les autres, quoi. Alors il y a ceux qui bossent sur le cinéma, par exemple. Ah ouais, c'est trop cool. En général, quand vous dites ça, ils vous disent ça, vos copains, non? C'est trop cool. Tu vas avoir des films, tu vas avoir des séries, etc. Bon, oui, c'est vrai que c'est cool en plus. Mais par ailleurs, voilà, évidemment que autant de travail est attendu de votre part, quel que soit le cursus, travail de visionnage, mais c'est pas qu'un travail de visionnage, il y a aussi beaucoup de lecture et de curiosité aussi intellectuelle de manière générale. Donc voilà, ayez ça bien en tête. C'est vrai pour toutes les formations, on ne se réveille pas 2 semaines avant les évaluations de fin de semestre pour se dire « Ah bah tiens, ce CM, j'y ai jamais foutu les pieds, je vais commencer à m'enseigner sur de quoi on parle, etc. » Enfin voilà, d'expérience, on voit très très bien les taux d'échec quand même assez liés à la date de réveil de l'étudiant par rapport à la date de l'examen, quoi, en gros. Alors bon, oui, toutes les informations sont disponibles, comme je vous le disais, la brochure arrive, donc ne harcelez pas le pauvre secrétaire pédagogique qui pour l'instant en plus est seul. Normalement, il y en a 2. Pour l'instant, il est seul de demandes précises sur la brochure. Tout sera indiqué dans la brochure, ne vous inquiétez pas. Et le calendrier universitaire également est disponible sur le site de la fac. Donc vous avez toutes ces infos à disposition. Ne vous en faites pas, j'imagine que vous avez des questions, on a pas mal de temps à la fin pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Alors ça c'était plus pour la JPO, mais enfin ça peut toujours être intéressant quand même, y compris quand on est en L1, de se projeter un petit peu. Alors vous n'êtes pas obligé de vous projeter à Paris 3, hein, le monde est vaste et vous pourrez aller voir ailleurs évidemment, mais bon, juste que vous ayez en tête ce que la fac peut proposer pour la suite de vos études. On a une L3 Pro à Paris 3 au département cinéma audiovisuel depuis 2 ans maintenant, qui est une filière en contrat d'apprentissage avec une entreprise, donc moitié en entreprise et puis moitié à la fac, et différents parcours de master. Mais bon, c'est peut-être encore un petit peu lointain, master de recherche, master pro divers et variés. Mais on aura le temps d'en reparler. Je vais peut-être... je vais donner 2-3 conseils un peu... Attends, Laure, je donne juste 2-3 conseils un peu généreux, après je te donne la parole. Ça, c'était la slide sur Objectif Censier. Voilà, ce dont parlait Martin tout à l'heure sur les cours, les ateliers de réalisation qui sont disponibles en L3, hein, donc c'est pas tout de suite, disponibles en L3, dans le cadre d'un festival qui est organisé donc à Paris 3, Objectif Censier, ou concours des courts-métrages. Voilà,
voilà, donc ça c'est un lieu un peu où on peut faire de la pratique, mais de fait on voit aussi très bien comment les étudiants fonctionnent, hein. Dès la L1, voilà, il y a des affinités qui se créent déjà à faire des courts-métrages. J'insiste aussi sur ce que disait Paul tout à l'heure, le représentant étudiant, sur le fait qu'il y a un peu d'argent à la fac pour ça aussi, donc ne pas hésiter à solliciter en présentant un projet, évidemment, ce qui vous permet de travailler avec vos camarades. Ah oui, autre point important, c'est la question des stages. Donc, les stages sont bienvenus, évidemment, sont importants, mais on les encadre parce que voilà, on veut évidemment pas courir le risque, surtout pas vous faire courir le risque de vous paumer trop tôt dans trop de sollicitations à l'extérieur, etc., ce qui vous ce qui vous ferait perdre de vue les études. Les stages, on les a encadrés. Alors comment ? C'est très simple. En L1, c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez démarcher pendant l'année, etc., mais il faut imaginer des débuts de stage à partir du mois de mai, c'est-à-dire après la fin du 2e semestre. Voilà, vous aurez déjà une année très bien remplie. Si vous enchaînez direct, en plus avec un stage, sachant qu'on vous le souhaite d'enchaîner ensuite sur une 2e année de licence, voilà, ça va largement. Et puis, bon, les règles de stage pour les années suivantes, on vous en reparlera le temps venu. Voilà, donc quelques conseils. Alors, Martin en a déjà dit beaucoup, mais bon, je peux les répéter très vite. Donc, la question de l'assiduité, c'est absolument fondamental. Peut-être rajouter quelque chose, c'est que effectivement, on ne va pas vous courir après. Effectivement, voilà, les règles, au fur et à mesure des années, en plus d'assiduité, se sont assouplies. Voilà. Après, dans les faits, on voit très clairement des différences entre un étudiant qu'on aura vu à quasiment chaque cours, qui aura compris les attendus aussi du cours, l'intérêt, etc., par rapport à quelqu'un qui débarque au dernier moment. Et puis voilà, il faut penser aussi qu'on est des êtres humains, on est tous des êtres humains des deux côtés. Un étudiant qu'on n'a jamais vu qui se pointe au dernier cours, on a un peu moins de patience, on a un peu moins envie de se décarcasser pour trouver des solutions que pour quelqu'un, voilà, qu'on aura vu toute l'année. Voilà, comprenez-le, soyez assez malin et maligne pour le comprendre. Et au-delà de l'aspect stratégique, hein, voilà, c'est voilà, des études à la fac. Moi, ce que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est des années très riches. Enfin, voilà, vous avez de la chance. Enfin, c'est vraiment super. C'est vraiment des années super. Donc, profitez-en à fond, par une présence active aussi. Parce qu'on a aussi le cas d'étudiants qui sont là, mais bon, ils ne seraient pas là, ce serait à peu près pareil pour eux-mêmes, parce qu'ils ne suivent pas le cours, et puis pour les autres. Voilà, des étudiants qui n'écoutent absolument rien, qui sont derrière leurs écrans. Ah oui, ça, je n'ai pas soumis au reste de l'équipe du département. J'ai entendu vendredi dernier, à Paris 8, au département de sciences politiques, ils interdisent les écrans en L1. C'est fou, non ? Moi, je trouve ça super comme idée. on va en discuter. Voilà. Parce que, voilà, ça fait réagir, je m'en doutais. Mais non, mais on note nos cours sur les ordis, c'est pour ça. Oui, mais enfin, bon, quand on voit des étudiants qui se marrent en regardant leur écran et puis qu'on est juste derrière, on se dit que c'est pas forcément les notes de cours qu'ils sont en train de prendre. Bon, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple sur la question de la qualité aussi de la présence. Voilà, vous pouvez être fatigué un jour, vous pouvez être, voilà, à la limite, c'est pas grave. Mais si c'est pour venir faire autre chose en cours, à la limite, ça déconcentre plus ceux qui sont à côté. C'est pas agréable pour le prof en face. Enfin, voilà, c'est bon. Donc, assiduité et présence active. Et ça vous fait gagner énormément de temps pour la suite aussi, hein, bon. Entraide, je crois qu'on l'a dit aussi, hein, que ce soit par les différentes solidarités étudiantes dont on parlait les représentants étudiants tout à l'heure, dans les syndicats, etc. Mais je dirais même de manière vraiment plus générale, quoi, c'est beaucoup plus agréable, soit que ce soit vous qui soyez en difficulté, soit que vous voyez quelqu'un à côté de vous en difficulté. Voilà, faut se parler, faut se prêter des cours, faut faire des lectures ensemble, se donner des rendez-vous à la Bibli pour se faire 2 heures justement des chants. Qu'est-ce que tu as compris de ce texte, etc. Ça bénéficie vraiment à tout le monde.
D'autant que vous êtes dans une filière, encore une fois, où vous avez plein de projets à avoir ensemble. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit avec les étudiants, c'est que les étudiants font plein de projets. Ils font des films, enfin voilà, ils ont plein d'idées. L'entraide, ça peut être aussi pour plein d'autres choses. Enfin, d'autres points que je voulais souligner avec vous, c'est que vous avez la chance d'être à Paris 3 déjà, donc vous avez beaucoup d'équipements culturels à disposition. Laure va nous présenter la cinémathèque universitaire, qui est absolument centrale pour le département cinéma audiovisuel. Vous avez juste à côté, vous avez des cinémas, vous avez la Cinémathèque française qui est à un quart d'heure à pied, vous avez tous les théâtres possibles et imaginables à Paris et dans sa banlieue. La banlieue aussi a une très très grande offre culturelle. Donc tout ça, profitez-en et profitez-en en groupe. Vous avez un service d'action culturelle qui est extrêmement actif aussi à Paris 3. Vous pouvez bénéficier de tarifs hyper avantageux dans quasiment tous les lieux de culture à Paris et dans sa banlieue. Donc profitez de tout ça. Voilà, et alors donc ça c'est vraiment tous les aspects positifs, mais l'entraide c'est aussi quand ça va pas très bien, vous avez plein de relais. Ça a été dit, que ce soit du côté étudiant, du côté des organisations étudiantes, mais au sein du département, au niveau de la fac de façon générale, vous avez différents services, ça a été dit, d'action, de service médical, je ne sais pas comment il s'appelle, service de médecine préventive, ouais, c'est ça, voilà, service de médecine préventive. Un service aussi d'assistante sociale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça, en gros, les plus gros problèmes que vous pouvez avoir. Le service, évidemment, handicap. La mission handicap qui est extrêmement active. Vraiment, vous pouvez aller les voir en toute confiance. Et vous avez vos profs en face. Alors, il ne s'agit pas de harceler, là aussi, les profs, dès qu'on a un problème, etc. Alors déjà, par rapport à la question des mails, vous voyez qu'on est très prudent par rapport à cette histoire de mails, parce qu'on ne veut pas passer les 3/4 de notre temps à répondre à des mails. C'est que vous voyez vos profs chaque semaine. Enfin, voilà, pensez à ça. Si vous avez un truc qui vous passe par la tête pendant la semaine, dites-vous, ça peut peut-être attendre le prochain cours, que je lui parle en visu, ça fait un mail en moins, et puis c'est plus sympathique. Voilà. Et sinon, par rapport aux différents relais, Aurélia l'a dit, vous en avez des relais. Vous avez les directeurs, directrices d'études, vous avez la responsable de L1, si jamais vous avez la responsable de licence, c'est moi, Aurélie Pinto. A priori, on arrive à gérer à peu près l'ensemble des problèmes pédagogiques en ce qui nous concerne ensemble. Ne laissez pas pourrir les situations en vous réveillant là aussi à l'avant-dernier cours et en venant faire état d'un problème, j'en sais rien, relationnel avec ça peut arriver, on ne sait jamais, mais dans ces cas-là, on n'attend pas le dernier moment, on ne peut plus rien faire au dernier moment. Une fois que, par exemple, les évaluations sont passées, on peut revenir en arrière et vous prévoir juste pour vous une évaluation. Si tout ce qui peut être anticipé, tous les problèmes comme ça qui se posent, il faut en parler très très vite. Alors, réfléchissez à vos priorités, les diplômes restent des atouts. Oui, parce que je me méfie un peu on se méfie tous un peu des discours sur aujourd'hui, les diplômes, de toute façon, ça sert à rien, vas-y, je commence à avoir un truc un peu intéressant dans cette boîte, j'ai fait un stage, c'est bon, je lâche l'affaire, j'y vais, machin, bon, voilà. Méfiez-vous, c'est pas nous qui le disons, c'est les grands organismes de statistiques publiques, l'INSEE, la DARES, etc., sur la probabilité d'accéder à un emploi et la qualité de l'emploi aussi à laquelle on accède après avoir fait des études, n'est pas la même selon qu'on a quitté l'université en L1 ou plus tard. Donc méfiez-vous un peu de ces discours-là. Donc pesez aussi les différents investissements que vous pouvez avoir. Évidemment qu'il y a un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes parmi vous qui devaient travailler pour vivre, on le sait. Essayez malgré tout de faire la part des choses dans les différents types d'investissements que vous pouvez avoir, et encore une fois, si vous rencontrez des difficultés, etc., n'hésitez pas à en faire part. Et parfois, c'est vrai pour les stages aussi, il peut y avoir des employeurs qui abusent, qui oublient en fait que votre premier statut c'est celui d'étudiant, et que à côté de ça vous êtes salarié pour pouvoir payer vos factures, mais il faut savoir aussi que vous soyez en mesure aussi de poser vos priorités. Là encore, on peut en discuter ensemble. Voilà. Et puis, par rapport à tous les outils qui sont à votre disposition, ça a été dit par les représentants étudiants tout à l'heure, vous avez beaucoup de ressources à disposition. Vous avez la chance, alors là pour le coup, la rentrée est un peu bordélique pour le dire
poliment, mais vous accédez à des très beaux locaux, vous accédez à une magnifique bibliothèque, vraiment. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait le tour ou pas, mais elle donne envie. Elle donne envie de s'y poser, d'y bosser, de lire en groupe, seul, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et même en ligne, hein, c'est aussi une super ressource. Vous avez aujourd'hui plein d'ouvrages complets en fait, qui sont disponibles en ligne. Donc ça aussi, passez du temps un peu à fouiller. Voilà, je crois que j'ai dit le reste. Est-ce que j'avais autre chose d'intéressant à vous dire? Non, je ne crois pas. Écoutez, je vous propose de garder encore vos questions pour la fin, puisque Laure Godenzi, donc, qui est la responsable de la Cinémathèque universitaire, va vous dire 2 mots sur la Cinémathèque. Habituellement, à la réunion d'accueil, je suis en mesure de vous donner le titre du premier programme et une date de début. Là, c'est un petit peu plus difficile. Comme tout le monde, période de rodage n'est pas facile. Mais voilà, on va reprendre. Ne croyez pas que ni le projectionniste ni moi n'avions pas envie de reprendre. Bien au contraire. Les projections accompagnent particulièrement l'ensemble des enseignements du département cinéma et audiovisuel. Une fois que j'ai établi un programme, ce programme est accessible aux étudiants des autres matières, des autres disciplines aussi. Mais c'est particulièrement pour vous. Et par exemple, en première année, il y a les cours d'histoire du cinéma. Enfin, tout le long de la licence, on accompagne les projections, notamment en histoire du cinéma, et notamment pour les premières années, on dédouble la projection avec 2 séances consacrées au cinéma muet. La salle de projection est à ce niveau, dans ce bâtiment. Quand vous sortirez de cette salle, ce sera sur la gauche. Elle ne se visite pas. Elle se visite pas en libre accès, elle n'est pas voilà. Mais par contre, dès qu'on a repris les projections, n'hésitez pas. Les projections ont lieu à midi et 16h, en tout cas pour le premier semestre, et du lundi au vendredi. On ne projette que les films d'une collection qui a été constituée au fil des années, qu'on continue d'enrichir, qui sont des films en 16 mm et en 35 mm. Ces films sont accessibles, enfin voilà, donc on ne peut pas, vous ne pouvez pas les emprunter, donc c'est vraiment l'expérience de la salle qu'il faut expérimenter. Ces films existent aussi le plus souvent à la bibliothèque, mais du coup en consultation individuelle. Et du coup, l'accès à ces projections est soumis à un surcoût et à un abonnement qui coûte 30 € pour l'année ou 18 € pour le semestre et qui vous permet après de voir autant de films que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez aussi payer 2 € la séance. Habituellement, donc mon bureau, pour s'inscrire, il fallait aller à mon bureau. C'est toujours possible, mais c'est au 6e étage et les étudiants n'ont pas accès aux ascenseurs. Donc et puis les 2 premiers niveaux sont bien hauts, donc c'est un bon 6e étage. Donc je pense que pour les inscriptions, nous allons les faire, enfin ce sera encore possible en B624, mais et vous retrouvez des informations sur le site ou page 74 du petit livret rose, du petit guide. Donc ce sera surtout à midi et à 16h, en début de séance, qu'on pourra procéder aux inscriptions et voilà, aux modalités d'abonnement. N'hésitez pas à m'écrire. Moi, j'aime bien les mails. J'ai un peu du mal, enfin, j'y réponds à la vitesse à laquelle je peux, mais n'hésitez pas à écrire pour préciser, en fait, pour qu'on puisse aussi faire le maximum, parce que je vous délivre une carte, mais il faut une photo
Donc si vous m'envoyez votre photo, c'est déjà une avancée. Je peux commencer à préparer les cartes, etc. Donc habituellement, on distingue une semaine d'une autre par le titre de sa séance, de la semaine, du programme hebdomadaire, le plus souvent autour d'un réalisateur, d'un acteur, d'un thème. Voilà. Il est possible que, faute d'accès au catalogue, en ce moment, je ne puisse pas faire de semaines comme ça thématiques, mais qu'on fasse des thèmes pour commencer le plus vite possible, aléatoires. Mais de toutes les façons, ce qui est prioritaire, ce sont les projections dans le cadre de vos études. Donc ça, au pire, je reprends le programme des années précédentes, voilà, pour pouvoir y accéder. Il y a une mini, chaque séance est présentée soit d'une très courte présentation, soit d'une présentation un peu plus longue qui est effectuée par un enseignant ou un étudiant qui a envie de la faire. Et il y a une très faible, une très courte, là aussi une très brève, discussion après les séances. Si j'ai rien oublié, je redonne la main. Donc oui, c'est bien. Et je ne sais pas si après il y avait l'adresse, mais non. C'est Cinémathèque @sorbonnenouvelle.fr. Et au premier plan, c'est Olivier, le projectionniste, qui surveille ce que je dis. Mais c'est pas à gauche. Quand on sort, c'est à gauche. Mais non, Olivier. Si. D'accord, excusez-moi. C'est le rodage. Alors, avant de passer aux questions, on avait une dernière info à vous donner sur la mineure Arts et Médias. Donc la mineure Arts et Médias, vous avez compris, c'est la mineure majoritaire là au département Cave au premier semestre de la L1, enfin en L1. Et tous les cours auront lieu en distanciel asynchrone. Voilà, les effectifs en gros sont tels qu'il est impossible pour nous d'organiser ça en présentiel. Ce qui fait que les cours seront dispensés en distanciel asynchrone. Asynchrone, c'est peut-être pas super clair. Asynchrone, ça veut dire que, alors, on garde théoriquement un créneau, il me semble, ou pas? Si, voilà. On garde un créneau, voilà, mais il est purement théorique parce que vous n'aurez pas de prof en face de vous qui vous parlera. Vous n'aurez pas à vous connecter à une salle de conférence virtuelle. Vous aurez chaque semaine du contenu qui sera déposé sur votre ENT, donc votre environnement numérique. Voilà, d'où encore une fois, ça fait la 1000e fois qu'on vous le dit, je crois, mais de vous connecter, donc de créer votre adresse mail et de vous connecter à cet environnement numérique. Ça soulève l'enthousiasme. Peut-être un mot pour vous dire pourquoi c'est organisé comme ça. C'est parce que cette mineure, elle prend la forme normalement de cours magistraux qui rassemblent du coup la plupart des étudiants en cinéma, puisque c'est la mineure principale, mais aussi la plupart des étudiants en théâtre, la plupart des étudiants en médiation, la plupart des étudiants en infocom, donc ceux de toute l'UFR. Donc vous imaginez l'effectif que ça fait. Je ne dois pas dire de bêtises, mais je crois qu'on utilisait les 2 amphis de 400 quand on était associés, donc en gros, et c'était dédoublé. Donc c'est monstrueux. Et alors ça a été mis en place comme ça il y a quelques années. On a tous conscience que c'est un fonctionnement qui avait déjà ses limites et qui maintenant, en plus, ici, les rencontre encore plus, parce que même en utilisant le grand amphi de 450 et celui-là qui compte 350, en fait, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas faire tenir. Donc de toute façon, pour les 2 ans qui viennent, ce sera comme ça. Donc c'est même pas vous cette année. On a été obligé de basculer sur ce schéma-là
Si, il y a bien quelques personnes que ça convainc, mais globalement, on est quand même nombreux à ne pas être très, très convaincus par ça. On a conscience du fait que ce n'est pas satisfaisant pour vous, parce que ce n'est pas des conditions, voilà, le distanciel asynchrone, c'est quand même pas des conditions d'enseignement idéales du tout. Mais on est coincé par, alors ça vous ne connaissez pas, c'est de la tambouille interne, mais en fait, les diplômes, ils fonctionnent sur des maquettes qui sont renouvelées tous les 4 ans. Et on ne peut pas changer d'une année sur l'autre comme ça, une maquette de formation. Et là, on est coincé jusqu'aux prochaines maquettes qu'on va pas tarder à élaborer sur ce fonctionnement de grands CM de mineurs complètes. Voilà. Et donc, on en est désolé parce que c'est évidemment pas génial, mais bon, il va falloir faire avec, quoi, en l'occurrence, pour vous comme pour nous d'ailleurs, parce que c'est... Oui, et c'est des évaluations, la plupart des évaluations à distance comme ça. Oui, c'est vrai que parce que tout à l'heure, c'est pour ça qu'on s'est repris, je vous ai parlé des CM de L1, mais du coup, je n'avais pas pensé à celui de la mineure. La plupart du temps, c'est évalué sur un QCM, par QCM, ces trucs-là. Bah, c'est-à-dire que vous imaginez 800 copies. Il suffit de se figurer ce que ça donnerait en termes de correction, c'est infernal. Donc, voilà, sur la mineure arts et médias, c'est le seul truc important. Et on maintient le conseil du fait de ne pas se réveiller la semaine avant l'évaluation pour se demander comment récupérer tout le matériel. Sachant que certains profs vont déposer au fur et à mesure, mais enlever aussi au fur et à mesure le matériel du cours. Connectiez chaque semaine pour au moins savoir de quoi ça parle et puis lire le cours de manière régulière, quoi. Sinon, ça représenterait vraiment une trop grosse charge de travail pour vous au dernier moment, sachant que vous aurez aussi toutes les autres matières. Notre idée ? Bon, et y avait encore autre chose à dire ou non ? Voilà, est-ce que vous avez des questions ?